Christian Lalonde, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux Conteries de Charlevoix 2018. Merci beaucoup. C'est la première fois que tu viens à Baie-Saint-Paul. Pour compter, oui. Alors, je te connais évidemment par le Cercle des conteurs de Québec, puisque cette année, les Conteries de Charlevoix accueillent 4 conteurs du Cercle de Québec. Moi qui compte à Baie-Saint-Paul, je suis la seule de Baie-Saint-Paul, mais toi, tu viens de Québec. Alors, Exact. quel genre de conte, toi, tu choisis de conter? Moi, j'adore l'histoire, puis je fais des contes de la Nouvelle-France. Donc, je m'intéresse à l'époque fin 17e siècle, début 18e siècle. Et c'est ça, je fais des contes où je vais incarner un personnage qui est mon premier ancêtre né en Amérique, et non pas celui qui arrive de la France, qui s'appelle Jean-Baptiste Lalonde. Et ce personnage-là vit toutes sortes d'aventures des plus palpitantes. Ouais. Quand tu dis que tu l'incarnes, est-ce que ça veut dire que tu as un costume? Tout à fait. J'ai un costume Nouvelle-France qui est fait selon les normes de l'époque. Alors, je compte avec tout l'apparat du personnage et j'essaie le plus possible de lui ressembler. Est-ce que tu as fait des recherches pour justement connaître son histoire? Oui, tout à fait. Donc, mais en réalité, c'était un cultivateur. Il était aussi milicien, mais je m'intéresse à sa vie de milicien qui lui sert un peu de couverture pour vivre ses aventures. Bon, j'imagine que tu as une base historique, mais que tu brodes avec ton talent de conteur. Tout à fait. Je m'informe beaucoup dans les écrits historiques, les documentaires aussi. Et là, ce que je fais, c'est que je prends l'histoire, une partie d'histoire. Je vais m'inspirer des légendes québécoises et aussi amérindiennes. Et ensuite, j'ajoute un troisième ingrédient à la recette, qui est ma créativité, qui amène une touche de fantastique à tout cela. Donc, je comprends que c'est toi qui écris les histoires que tu racontes, et en particulier celle-ci d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ce sont des contes originaux. Donc, je m'inspire, tel que je l'ai dit, vraiment de légendes, d'écrits historiques, et j'ajoute ma touche, et ça donne mes propres contes là, originaux. Très bien. Ben, écoute, on a hâte de t'entendre tout à l'heure. Merci, Christian. Merci beaucoup. J'ai hâte de raconter. Tu nous en parleras après, de savoir comment tu as trouvé le public de Baie-Saint-Paul. En général, les conteurs l'aiment beaucoup. Ah, j'en doute pas. Je suis certain que ça va être extraordinaire. Merci. Merci. Alors, je vais commencer, hein, mais avant, je tiens à vous prévenir. Hein, je ne suis pas venu ici simplement pour compter. Vous devez savoir une chose fort importante. Je viens vous prévenir aujourd'hui. Oui, parce que votre gouvernement actuel a des plans bien précis. Ils veulent relancer le plan Nord. Ils ont besoin de main-d'œuvre et ils ont décidé que les gens de Charlevoix se rendraient travailler dans la baie d'Hudson. Vous ne le savez pas encore, mais c'est un projet qui viendra sous peu. Alors, pour amener tous ces gens travailler dans le Nord, vous allez devoir prendre le bateau. Et voilà, c'est là que ça devient dangereux. Et c'est pourquoi je viens vous prévenir aujourd'hui pour vous déconseiller fortement de prendre ce bateau. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire-là, elle me vient de mon compagnon d'armes, qui lui la tient de son grand frère, un ancien marinier qui a parcouru mers et fleuves en compagnie de Pierre Lemoine d'Iberville. Certes, dames et sieurs, l'un de nos plus grands héros, vous le connaissez? Grand marinier, flibustier redoutable et aventurier. Ah, certes. Iberville était né pour naviguer. Mais c'était aussi un homme fort perspicace. Iberville prônait l'occupation du Nord. Il voyait une Amérique française. Ah, beau rêve. Mais c'est à croire qu'à cette époque-là, le roi voyait les choses fort autrement, parce qu'en 1697, il a décidé d'interdire, certes, le Nord à Iberville. À croire que le roi avait décidé d'abandonner le Nord aux Anglais. Sinon, pourquoi aurait-il pris cette décision? Eh bien, pour le savoir, dames et seigneurs, vous êtes dans l'obligeance d'écouter mon histoire. Mais avant, voyons ce que les historiens en disent, les hommes de lettres. Hein? Bon, selon les historiens, Iberville, en 1697, a pour mandat, mission, d'aller taquiner les colonies anglaises le long de l'Atlantique. Il va également détruire Terre-Neuve, qu'il met à feu et à sang. Bon, regardez-moi pas comme ça, c'était la coutume de l'époque. C'est ainsi qu'on s'amusait. Bon.
Alors, il vient de mettre Terre-Neuve à feu et à sang lorsqu'il reçoit une missive du roi qui lui demande de se rendre promptement dans la baie du Thon pour reprendre les forts et les postes de traite que les Anglais ont repris aux Français. Iberville est un héros. Très rapidement, il appareille son navire et 3 vaisseaux d'escorte pour se rendre dans la baie du Thon. Vous savez, c'est où la baie du Thon? Oui, hein? Complètement de l'autre côté du Québec, là. Il y a comme une cavité. Là. Bon. Chemin faisant, croyez-le ou non, Iberville perd 3 de ses navires. Ces 3 vaisseaux d'escorte, il les perd dans le brouillard, de sorte qu'il arrive seul devant le fort de York. Imaginez la tête des Anglais. Well, it could be hazy! En voyant un seul navire dans la baie du Thon, ils sont allés l'accueillir avec 3 vaisseaux de guerre. Normalement, n'importe quel capitaine se serait rendu. Mais c'était bien mal connaître Pierre Lemoyne d'Iberville. Grand manœuvrier, il a inséré son navire de guerre entre ceux des Anglais, a ouvert les mantelets de ses canons, sorti ses pièces d'artillerie et... En moins de 2 minutes, il a coulé 2 navires anglais sur les 3. Le 3e a pris la fuite. Certes, dames et sieurs, les Anglais, ça fuit. Ah oui. Iberville l'aurait coulé, mais son gouvernail était fort endommagé. Heureusement pour lui, ses navires d'escorte ont fini par le rattraper et la mission fut complétée. Dames et sieurs, cette histoire-là que je viens de vous raconter, elle est vraie à 100%. Consultez vos livres d'histoire, allez voir sur Internet, vous allez voir, c'est vrai. Par contre, elle est incomplète. Nous autres, ce qu'on veut savoir, les gens du peuple, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le brouillard. Puis ça, cette histoire-là, je suis seul à pouvoir vous la raconter. Revenons un peu en arrière. Iberville est au Terre-Neuve. Il reçoit la missive du ministère de la Marine. Il appareille ses navires de guerre et il part vers le nord. Or, pour s'y rendre, il doit longer les côtes du Labrador, terre de Caïn. Ces terres sont habitées par des hommes étranges, accoutrés comme des loups de mer. Et bien qu'ils soient vaillants, on dit qu'ils ne prennent jamais la mer et même marcher sur terre lorsque le brouillard se lève. Comprenez bien qu'Iberville, lui... C'est un héros, hein? Il faisait fi de ses informations. Il naviguait vers le nord. Tout allait bien. Aucun brouillard. Jusqu'au soir où il est arrivé aux abords d'un cap enchanteur. C'est là que tout a commencé. Ce soir-là, Iberville avait décidé d'aller sur les berges chercher de l'eau fraîche pour ravitailler les troupes. L'eau salée, peu intéressant à boire. Pendant ce temps, croyez-le ou non, les marins du 4e navire avaient décidé de se laisser lousse, comme vous dites. Ils ont commencé à admirer sur le pont du navire une partie de leur butin pris au Terre-Neuve, des pièces de monnaie, de l'orfèvrerie. Enfin, nous sommes riches, pensait-il. Et ils ont commencé à boire allègrement, eau de vie, du vin, à s'hydrater le gorgoton. Mais tout cela, dames et sieurs, était très ostentatoire pour un territoire aussi sauvage. Serait-ce que Dame Nature a voulu leur fermer le clapet ou encore le bon Dieu? Je ne sais trop. Mais une chose est certaine, il y a un brouillard qui s'est levé, puis qui a commencé à envelopper la flottille. Mais malgré cela, dames et sieurs, je vous le jure, drette comme je suis là, le 4e navire continuait à briller dans la nuit, tel un phare. Puis s'il y en a qui vont à la pêche ici, vous savez que ce qui scintille, ça attire les créatures. De sorte que, en moins d'un temps, d'énormes poissons sont venus lorgner le long du 4e navire. Des poissons gros comme ça. Mais ces poissons-là, au dire du grand frère de mon ami, étaient fort étranges. Ils avaient des cheveux longs et des visages de femmes. Eh oui, et ces poissons narguaient le 4e navire, donnant des coups de tête puis des coups de queue de bâbord à tribord. Le vaisseau valsait ainsi, et les marins commençaient à paniquer. Il fallait faire quelque chose. Heureusement, le capitaine du 4e navire, très intelligent, a fini par comprendre que les poissons voulaient avoir son butin.
Fait qu'il a ramassé tout ce qu'il y avait sur le pont, puis il l'a envoyé par-dessus bord. Ah oui. Puis je vous jure, les poissons bondissent sous le trésor pour disparaître dans les profondeurs de l'océan. Le calme était revenu. C'est ce que vous pensez? Mais voyons, le mal était fait. Le lendemain, il y avait plusieurs marins qui regardaient par-dessus bord pour voir s'il n'y avait pas un yacht parmi les autres. Les autres priaient le bon Dieu pour avoir sa protection. Iberville devait réagir pour éviter une mutinerie. Fait qu'il a fait venir ses 3 capitaines sur son navire, puis il leur a expliqué. « Messieurs, à partir de maintenant, je ne veux point voir objet brillant sur le pont. Cachez-moi tout ça dans les cales. » Ben, les capitaines ont dit « Certes. » Ainsi, les navires ont pu continuer à progresser vers le nord, naviguant tout bonnement. Pendant le jour, tout allait bien. Aucune créature. Mais au 2e soir, la panique revenait, s'emparer des marins. Et pour la 2e fois, un brouillard est venu abriller l'océan. Puis pour la 2e fois, des créatures sont venues harceler le 4e navire. Mais cette fois-ci, elles s'étaient transformées. Les poissons avaient des bras, c'étaient devenus des sirènes. Et les sirènes bondissaient de bâbord à tribord, passant par-dessus le pont du navire, comme pour s'emparer de quelque chose. La redingote du capitaine du 4e navire. Oui, ce capitaine Jacques Lejeune était le plus bel officier de la flotte d'Iberville. Et il en était très fier. D'ailleurs, il avait une redingote merveilleuse, tissée de dorures et ornée de boutons d'or. Eh bien, les sirènes voulaient s'en emparer. Elles bondissaient, tirant sur le vêtement, jusqu'à ce que Jacques Lejeune décide de se départir de sa redingote. Aussitôt, les sirènes ont voulu disparaître dans l'océan. Mais n'oubliez point, Iberville est un héros. Il avait vu la situation. Il avait approché son navire et d'un bras puissant lancé un immense filet, capturant d'un seul coup toutes les sirènes. Je peux vous dire une chose, dames et seigneurs, il en était très fier. Ah, il se sentait vainqueur, il hissait hors de l'eau, filet. Mais une chose n'allait point. À mesure qu'il hissait le filet hors de l'eau, le poids diminuait. Fort étrange, hein? Et c'est là qu'il a compris une chose. Les sirènes s'étaient diluées dans l'océan. Tout ce qui restait entre les mailles du filet, c'était un vulgaire bout de tissu, dépourvu de dorures et de boutons d'or. Ah là, je peux vous dire une affaire. Hein? Iberville était en fusil, puis je dirais même en canon. Oh! Il s'est réfugié dans sa cabine, puis il a commencé à écrire des lettres, puis des lettres, puis des lettres. Puis il en a profité pour faire un plan de bataille. Oui, dames et messieurs. Et le lendemain, il a réuni ses capitaines sur son vaisseau pour leur expliquer sa stratégie. Tous semblaient d'accord, sauf le capitaine du 4e navire. Étrange. Avait-il été séduit par les sirènes? Nous allions bientôt savoir, car jamais 2 sans 3, hein? Vous en conviendrez. Alors les navires ont continué à naviguer vers le nord. Au 3e soir, ils sont arrivés aux abords du détroit d'Hudson. À un moment donné, il faut que ça monte. Hein? Et encore une fois, le brouillard s'est élevé. Et cette fois-ci, il était encore plus dense que les 2 autres soirs. Les marins n'arrivaient point à voir leurs mains au bout de leurs bras, imaginez. C'était fort dangereux. Hein? Il fallait jeter l'ancre pour éviter les collisions. Eh bien, malgré cela, croyez-le ou non, tout le brouillard qui était présent, il n'y avait aucune créature. C'était le calme plat. On pouvait entendre la brise courir à la surface de l'océan. Du moins jusqu'à ce qu'une vague immense se forme entre le navire d'Iberville et ses 3 vaisseaux d'escorte. Je vous le jure, la vague était si grande, si puissante qu'elle a propulsé le navire d'Iberville directement de l'autre côté du détroit d'Hudson, dans la baie d'Hudson. Iberville, dans la foulée, a cru que ses autres vaisseaux s'étaient échoués. Voilà pourquoi, dames et sieurs,
Iberville s'est rendu seul devant le fort de York. Mais dans les faits, ces navires d'escorte étaient restés derrière la vague, dans le brouillard. Les sirènes avaient simplement voulu se faire fuir le grand capitaine. Ayant le champ libre, elles ont encerclé le 4e navire et elles ont bondi à l'unisson pour venir appontir sur le vaisseau. Mais avant même de toucher le sol, elles se sont regroupées en une bruine si dense, si épaisse qu'elle a pris forme humaine. Je vous le jure, les sirènes sont devenues une femme entièrement constituée d'eau, de l'eau. Une femme d'une beauté exceptionnelle, éclatante. Ah, les hommes n'avaient jamais vu ça. Elle n'avait qu'à avancer sur le pont pour que les marins lui cèdent le passage. Arrivée jusqu'à la proue, elle a empoigné le capitaine Jacques le Jeune par la cravate et elle l'a embrassé langoureusement. Ah, immédiatement, il en tomba amoureux. Elle l'a pris par la main et fou, ils sont plongés ensemble. Ils ont plongé dans l'océan pour y disparaître à jamais. Les marins ont fini par reprendre leurs esprits et ils ont compris ce qui s'était passé. Le brouillard s'étant dissipé, ils ont vu qu'ils étaient au beau milieu d'un archipel. Et à travers ces îles, il y avait des hauts fonds dans lesquels ils pouvaient voir des pièces de monnaie et de l'orfèvrerie, mais aussi des boutons d'or. Ah ouais. Mais comme les marins étaient superstitieux, nul n'a voulu toucher au butin de peur que les sirènes reviennent, comprenez? Ayant traversé l'archipel, les 2 capitaines restants ont décidé de baptiser ces îles les îles de Bouton. Allez voir sur vos cartes géographiques, je vous le jure, ça existe. Les navires se sont donc engagés dans le détroit d'Hudson et on sait trop ce qui s'est passé. Tout d'un coup, le courant s'est mis à accélérer. Tant et si bien qu'on aurait dit que les navires se trouvaient sur une voie rapide. Ils avançaient à une vitesse fulgurante. Et c'est ainsi qu'ils ont pu rejoindre Pierre, le moine d'Iberville, seulement quelques heures après la bataille. Grâce à cela, comprenez bien qu'Iberville a réussi sa mission. Et quand on réussit une mission et qu'on est au service du roi, on est reçu à Versailles. Hein? Iberville festoyait à Versailles. Et pendant ce temps, son journal de bord se serait retrouvé dans les appartements du roi. Et c'est à la lecture de ce journal que le roi a décidé d'interdire le Nord aux Français, en l'an de grâce 1697. Était-ce parce qu'il était superstitieux ou encore qu'il avait peur de perdre d'autre part sur des butins? Ben oui, les rois étaient de mèche avec les flibustiers, tout le monde sait ça. Cela n'a guère changé, croyez-moi. Quoi qu'il en soit, dames et sieurs, tout cela a permis aux Anglais d'avoir la voie libre. Et à cause de quoi, pensez-vous? À cause d'une déesse? Cette femme entièrement constituée d'eau n'était nulle autre que Sedna, la déesse des océans chez les peuples accoutrés comme des loups de mer, les Inuits. Autrefois, Sedna, c'était une des leurs, une très belle femme. À chaque soir, des chasseurs arrivaient à la maison du père. « Mon sieur, puis-je épouser votre fille? » Ben, ils ne disaient pas ça comme ça, là, parce qu'il y avait leur langage. Mais ça voulait dire la même chose. « Mon sieur! » Puis à chaque fois, Sedna refusait les chasseurs. Un soir, son père s'est choqué et il a dit « Ma fille, tu vas épouser le prochain homme qui va mettre le pied ici. » À son grand malheur, c'était un méchant sorcier. Et ce sorcier vivait au large sur une île glacée, déserte. Il y amena Sedna et elle était très, très malheureuse. Elle pleurait jour et nuit, tant et si bien que son père a fini par entendre à travers le vent les pleurs de sa fille. Hein? Il a eu pitié, il a décidé d'aller la libérer. Il est donc parti avec son kayak. Mais sur le chemin du retour, le sorcier s'en est aperçu. Et c'est alors qu'il a quoi? Il a déchaîné les océans. Il y avait des pouvoirs magiques. Hein? Il a déchaîné les océans. Le père était paniqué. Il a décidé, chose que vous ne feriez certainement pas, dames et sieurs. Il a sacrifié sa fille.
Il l'a envoyé par-dessus bord pour pouvoir avoir la vie sauve. Mais comprenez bien une chose, Senna était d'une beauté exceptionnelle. Dans l'océan eut pitié de cette jolie femme. Il a décidé d'en faire sienne. Et c'est depuis ce jour que Senna est devenue la déesse des océans. Depuis, elle harcèle les navires qui vont vers le nord. Pourquoi? Parce qu'elle cherche parmi les marins l'amour qu'elle n'a jamais connu. Et elle en profite également pour se constituer un butin, pour pouvoir, un jour, peut-être, acheter sa liberté. Ainsi donc, dames et sieurs, je ne peux point vous dire pourquoi exactement le roi a interdit le nord aux Français. Par contre, s'il y a une chose qui est certaine, mesdames, de grâce, empêchez vos hommes d'aller vers le nord. Et vous, messieurs, n'allez point prendre le bateau pour la baie du Son, car vous risquez fort bien de vous retrouver parmi les poissons.